Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et puis TV5 Monde qui nous rediffuse sur ses 9 antennes à travers le monde le week-end. Dans un instant, le JT des territoires, je vais vous y retrouver, et puis le Club de la presse, et puis ensuite à 8h, l'invité politique de Territoire d'Info ce matin, c'est Frédéric Lefebvre, l'ancien ministre délégué national d'Agir, qui sera sur ce plateau en direct. Tout de suite, c'est le JT des territoires, et je vous y retrouve dans un instant. A tout de suite. Les expulsions sur la ZAD reprendront à partir du 14 mai à Notre-Dame-des-Landes. Encore des tensions malgré la trêve. La délégation des zadistes rencontreront à cette date la préfète pour l'examen des projets agricoles. Les occupants de la ZAD sans projet devront avoir quitté la zone. Anaïs Michaud pour Télé Nantes. Des tranchées, des barricades et de nouveaux affrontements. Il n'y a plus d'expulsion depuis 2 semaines, mais ce jeudi matin sur la ZAD, la tension n'est pas redescendue. Dans le même temps, le gouvernement s'exprime dans les médias. La préfète va convoquer pour le 14 mai la première réunion du comité qui a vocation à analyser les dossiers déposés par ceux des occupants illégaux qui veulent rentrer dans le droit chemin, si j'ose dire, en tout cas dans le droit commun. À partir du moment où ces procédures-là sont en œuvre, ceux qui ont choisi de ne pas s'y insérer devront avoir quitté les lieux. Le 14 mai, nouveau délai selon le gouvernement, nouvel ultimatum selon les zadistes. Alors que les discussions ont repris entre la préfecture et la délégation de la ZAD, le discours du Premier ministre est vécu comme une trahison. Hier, on était encore à la DTTM en train d'étudier les fiches avec la délégation commune, où on parlait du 6 juin qui serait, ou qui aurait vraiment un examen approfondi par tout le comité de pilotage. Et là, on apprend ce matin dans la presse que c'était avancé de 3 semaines. Là, à l'heure actuelle, si je veux m'installer à 10 km d'ici, c'est très simple. Alors que si je veux m'installer ici, c'est une paperasse comme ça. La seule chose qu'ils cherchent, c'est des failles pour justifier en permanence les expulsions. Ce qu'on demande, c'est vraiment le retrait des forces de l'ordre. Il n'y a pas de raison qu'ils soient ici. Les forces de l'ordre assurent la sécurité autour du déblaiement des routes et des terrains évacués. Plus de 185 bennes de matériaux ont déjà été dégagées. Jusqu'à présent, le coût de l'opération est estimé à 5 millions d'euros. Éducation nationale maintenant, le livret pédagogique, la leçon passe mal. Jean-Michel Blanquer publie 4 circulaires pour favoriser l'apprentissage des fondamentaux primaires. La leçon passe mal auprès du syndicat enseignant. Anne-Laure Thomas pour Via Occitanie. Une leçon qui passe mal. Le ministère de l'Éducation nationale a publié 4 circulaires et un guide pour les enseignants de l'école primaire. À l'intérieur, des recommandations sur la meilleure manière d'inculquer les bases. Le ministère préconise quotidiennement une dictée, du calcul mental, mais aussi l'apprentissage de la table des additions et la lecture de 10 livres par an. Et qu'en pensent les parents? Alors, se concentrer sur les fondamentaux, je suis pour. Mais la dictée tous les jours, je pense que c'est un peu lourd. Je ne pense pas qu'il faille imposer quoi que ce soit. Je pense que ce n'est pas systématiquement quelque chose de l'ordre d'un programme, mais plutôt de l'ordre de moyens. Le syndicat enseignant reproche à Jean-Michel Blanquer de ne pas assez comprendre les réalités du terrain. Mon avis, c'est que M. Blanquer est un ministre prescriptif qui réduit la liberté pédagogique des enseignants. Si on enlève ce pouvoir d'agir, si on enlève les moyens de réfléchir au métier dans toute sa complexité, qu'on le simplifie à l'extrême en disant une dictée par jour, vous allez voir, ça va rouler, ben effectivement, là, on prend une très mauvaise pente. Jean-Michel Blanquer s'en défend à travers ce livret pédagogique. Lui ne veut pas froisser les enseignants, mais seulement aider, je cite, à la réussite des élèves. Alors que la loi Asile-Immigration a été adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale, on se rend dans les Vosges où des associations de défense de migrants s'organisent en mettant en place un cercle de silence dans le but de protester contre les expulsions récurrentes. Anne Didier pour Vosges Télévisions.
Une rétention plus longue et des délais de demande d'asile plus courts. Alors que la loi Asile et Immigration vient d'être votée à l'Assemblée nationale, les associations de défense des migrants en désapprouvent une grande partie. Comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, elles ont formé un cercle de silence à Saint-Dié et ici sur le parvis de la gare d'Épinal pour protester contre la rétention systématique des étrangers qui arrivent en France. C'est une initiative qui a pour but d'interpeller à la fois les élus, les décideurs et aussi l'opinion publique sur l'enfermement des migrants dans les centres de rétention. Ça nous paraît tout à fait une atteinte intolérable aux droits de la personne humaine et bien sûr particulièrement pour les enfants. Le collectif dénonce aussi l'expulsion soudaine des familles installées en France depuis plusieurs années. Samira est albanaise. Lorsqu'elle est arrivée dans les Vosges avec son mari en 2014, un titre de séjour avec autorisation de travailler leur a été accordé. Mais aujourd'hui, elle vient de recevoir une obligation de quitter le territoire dans un délai d'1 mois. Vous ne pouvez pas y retourner? Non. Non, parce que c'est la vie de mon mari, elle est toujours en danger. Mais on vous a quand même demandé de partir? Oui, oui. La deuxième fois qu'il m'a demandé pour quitter le territoire français. Tout comme Samira, Armand vient d'apprendre qu'il doit partir lui aussi alors qu'il vient de trouver un emploi dans une entreprise de carrelage. Je suis venu avec ma femme. J'ai 2 enfants qui sont nés là. Pour l'instant, ça fait 3 ans et demi qu'on habite toujours dans un hôtel. L'association Asile 88 a saisi le tribunal administratif de Nancy dans l'espoir que le juge suspende la décision du préfet et que Samira et Armand puissent rester dans les Vosges, tout comme les 296 familles accueillies par le département. Moi, je suis vraiment effaré de voir qu'on s'en prend à des familles qui n'ont non seulement commis aucun délit, mais en plus qui font des efforts considérables pour s'adapter. Encore aujourd'hui, j'ai 2 familles qui m'ont appelé, qui ont une obligation de quitter le territoire français, alors qu'ils sont là depuis 5 ans, qu'ils ont un travail, un CDI, qu'ils ont leur logement, qu'ils sont indépendants, qui ne demandent plus rien à personne. Et tout d'un coup, la préfecture retrouve que leur première demande d'asile a été faite pour raison médicale et qu'ils pourraient peut-être se soigner dans leur pays d'origine. En 2017, pour la première fois en France, le nombre de demandeurs d'asile a dépassé les 100 000. Dans les Vosges, un millier de migrants de 21 différentes nationalités sont accueillis de manière durable ou provisoire. La plupart sont albanais, arméniens et kosovars, et plus de la moitié sont des enfants. On sera en Nouvelle-Aquitaine maintenant avec une pétition contre les moustiques. Si l'idée peut paraître étonnante, c'est la mairie d'Ambès qui vient de lancer cette pétition au titre évocateur « Stop aux moustiques » sur la presqu'île d'Ambès. La commune compte ainsi interpeller le département sur le mode de traitement de ces insectes. Explication avec Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est la première année que j'en ai autant. On en a toujours eu, beaucoup. Mais là, cette année, c'est pire que tout. Vous ne pouvez pas sortir dehors du matin jusqu'au soir. Avant, c'était sur les coups de 7 heures. Vous en aviez sur les coups de 7 heures où là, vous ne pouviez plus sortir. Mais là, vous ne pouvez pas sortir du matin jusqu'au soir. Et là, c'est trop. C'est plus supportable. C'est plus supportable. On ne profite plus des jardins. Les jardins, on peut plus s'en servir, quoi. On est enfermé dans la maison, on a des prises à moustiques partout. On ne peut plus sortir. Qu'il fasse beau ou pas beau, on ne peut plus sortir. Et c'est loin d'être un cas isolé sur la presqu'île d'Ambès. Entourée par la Dordogne et la Garonne, la majorité des terres de ce secteur sont des zones humides et de palus, aujourd'hui envahies littéralement par les moustiques, tant et si bien que les communes de cette zone sont à saturation et cette année plus que les autres, et cela devient insupportable. D'ailleurs, le compte Facebook du maire d'Ambès est littéralement assailli de messages d'administrés qui sont excédés. Kevin Subrena, l'édile, a donc décidé de lancer une pétition qui a déjà recueilli plus de 1800 signatures en quelques heures seulement pour réclamer une solution d'épandage. Alors ce qu'on demande, nous, c'est très simple, c'est exactement ce qui a été fait en 2014, à savoir un épandage. Aujourd'hui, vous avez la presqu'île d'Ambès où vous avez des zones de marée, des zones très vastes et très peu peuplées, et le fait qu'il y ait beaucoup d'eau, forcément une prolifération de moustiques plus importante, et l'idée est réellement de passer sur un mode de traitement efficace, et le seul aujourd'hui mode de traitement qui a fait ses preuves, parce qu'il a été mis en place en 2014, c'est très clairement l'épandage. Reste à avoir l'accord du département pour financer cet épandage, mais qui ne rencontre pas les faveurs de l'institution, selon elle, quant à l'impact environnemental de la méthode. Toujours est-il que les presqu'îliens n'ont pas fini d'être piqués au vif par la question du moustique. Voilà, un sujet du groupe Sud-Ouest de TV7 en Gironde. Voilà, saluons l'initiative de l'autre côté, dans le Sud-Est, de Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, avec le lancement de Nous,
Nous, c'est le nouvel hebdo du samedi, en vente avec Nice Matin, Var Matin, Monaco Matin, dès le 5 mai prochain. Ils ont bouclé le premier numéro hier. Réussite, initiative, patrimoine, cadre de vie. C'est 64 pages sur ce qui bouge et ce qui se bouge dans nos territoires. Et nous, dans ce JT des territoires, on est fiers de la presse magazine régionale aussi, qui avance. Voilà, tout de suite, dans un instant, c'est le Club de la Presse avec Luc Laventure et Samuel Ribaud. Avant l'invité politique de 8h, Frédéric Lefebvre, qui sera sur ce plateau. On poursuit cette revue de l'actualité avec les unes de la presse quotidienne régionale. On démarre avec le journal Sud-Ouest, dirigé la rédaction en chef par Jean-Pierre Dorian. Enfin, un vrai plan pour la banlieue. Éducation, emploi, sécurité. Jean-Louis Borloo a remis hier le rapport contenant ses propositions pour les quartiers populaires en attendant le grand plan promis par le président. Pour la Dépêche du Midi, directeur de l'info José Biosca, rédacteur en chef Jean-Claude Souléry, c'est le plan d'urgence pour les banlieues également. Et Jean-Louis Borloo a remis au gouvernement ses propositions en faveur des quartiers en difficulté. Jean-Louis Borloo qui revient sur le devant de l'actualité. Du coup, pour la Voix du Nord, c'est coupe de règles sur l'éducation. Dictée calcul mental, méthode syllabique, le gouvernement veut recadrer la pédagogie en primaire. C'est dans la Voix du Nord aujourd'hui. Pour le Télégramme, directeur de l'information Hubert Coudurier, un régulier de cette matinale d'info, rédacteur en chef Samuel Petit, c'est école hors contrat mais encadré. Il s'agit des établissements hors contrat avec l'État, confessionnels ou s'appuyant sur des méthodes alternatives. Ils sont passés de 803 établissements à 1300 en France et le Télégramme revient sur ces écoles privées hors contrat avec l'État aujourd'hui. Pour Ouest France, dirigé par François-Xavier Lefrance et les municipales, Macron bouscule les partis à la une du grand quotidien régional, du plus grand quotidien français d'ailleurs. Pour l'Union de Reims, dirigée par Sébastien Lacroix, la fibre, c'est pour quand dans ces départements eh bien, un foyer sur 4 n'a toujours pas de raccord avec la fibre. Ils font le point sur ces avancées qu'ils ne vont pas assez vite selon l'Union de Reims aujourd'hui. La fibre, c'est pour quand? Pour le Midi Libre, Philippe Palla et Olivier Biscay dirigent ce grand quotidien régional d'Occitanie. La loi prostitution est-elle efficace? 2 ans après la verbalisation des clients, le bilan en Occitanie, si vous lisez les papiers concernant ce problème, est plutôt contrasté. À la une du Midi Libre aujourd'hui. Pour La Montagne, du groupe La Montagne Centre France, rédaction coordonnée par Olivier Bonichon, c'est les ponts de mai qui dopent le tourisme dans la région, notamment en Auvergne. Voilà, si vous êtes intéressé par l'un de ces articles de la presse quotidienne régionale, évidemment, je vous incite à vous rendre sur les sites internet de ces journaux. Ils sont fort bien faits. Et si vous n'habitez pas dans la zone, vous y avez accès via internet, bien sûr. Voilà, Club de la Presse ce matin avec Luc Laventure. Bonjour. Bonjour. Luc, vous représentez Outre-mer 360. C'est une télévision et un site internet sur l'Outre-mer, consacré à l'Outre-mer. Merci d'être là. Et Samuel Ribaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'agence locale de presse qui travaille pour la presse quotidienne régionale. Vous êtes aussi un spécialiste, vous, de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, on va en parler avec vous. Luc Laventure, on reviendra avec vous tout à l'heure sur la première conférence ministérielle sur la sécurité maritime dans l'océan Indien occidental, d'ailleurs. Mais tout de suite, on va parler d'un autre océan, le Pacifique. Bonjour. Bonjour Samuel Ribaud. Tension avant l'arrivée d'Emmanuel Macron qui se rendra à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie, le 4 mai, c'est la semaine prochaine. Des formations de la droite non indépendantiste ont annoncé hier l'organisation d'une marche bleu-blanc-rouge à 6 mois du fameux référendum sur l'indépendance. Oui. Alors, on pensait que pas mal d'écueils avaient été levés avec la composition du corps électoral qui se prononcera, puisque je rappelle, sans rentrer dans les détails, que ce n'est pas l'ensemble de la population qui réside en Nouvelle-Calédonie qui va voter, mais une partie beaucoup plus réduite du corps électoral. Ensuite, on a résolu la question de la question, si vous me permettez. La formulation de la question. La formulation de la question, voilà, qui là aussi posé un certain nombre de problèmes. Et puis, on a arrêté la date du référendum. Donc je dirais que techniquement les choses sont réglées, mais alors, politiquement elles sont loin de l'être. Elles sont évidemment loin de l'être entre les tenants de l'indépendance et ceux qui la refusent, mais elles sont aussi loin de l'être à l'intérieur de ces deux camps. Des tensions qui se manifestent par des prises de position de plus en plus extrêmes de part et d'autre, et qui se manifestent aussi par l'incapacité à s'entendre, l'incapacité à faire campagne ensemble. Bref, c'est la désorganisation des formations politiques locales, et la venue d'Emmanuel Macron dans ce contexte prend encore plus d'importance, bien sûr. Expliquez-nous quelque chose. On avait compris que c'était Matignon qui était en pointe
dans cette affaire de Nouvelle-Calédonie. Une tradition presque pour les premiers ministres d'ailleurs. Manuel Valls s'y était beaucoup intéressé. On sait qu'il est en charge d'une commission là-dessus à l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est le président de la République qui va en Nouvelle-Calédonie? Parce que ça a monté la tension et qu'il faut monter d'un cran. Il n'y a rien d'incongru là-dedans. Les présidents de la République se sont toujours rendus en Nouvelle-Calédonie parce que c'est un territoire dont l'histoire récente incite les plus hauts représentants de l'État à aller à la rencontre de la population, à la rencontre des élus. Voilà, parce qu'on était clairement dans une mini-guerre civile il y a une trentaine d'années, il ne faut jamais l'oublier. C'est vrai que au jour le jour, c'est Matignon qui gère ce dossier. Plutôt bien d'ailleurs, vous disiez sur ce plateau. Édouard Philippe s'en est très très bien saisi, comme auparavant Manuel Valls s'en était bien saisi, mais il faut les souligner... premiers ministres ont réussi là-dessus. On se rappelle de Michel Rocard, bien sûr, qui avait... Oui, ce sont eux qui ont impulsé, voilà, Michel Rocard, Lionel Jospin, Manuel Valls, aujourd'hui Édouard Philippe, ont vraiment une importance cruciale dans ces dossiers-là. Mais derrière, il y a forcément le regard de l'Élysée. La pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron fait que je dirais que cette tendance est encore plus forte avec lui. Et puis, il est important qu'il se rende sur le territoire à 6 mois d'une question qui va être posée et qui concerne, je le rappelle, l'indépendance ou non. On est sur la fin d'un processus de décolonisation, je le répète. Le mot n'est pas trop fort. Voilà. Les derniers territoires qui avaient fait ça, si mes souvenirs sont bons, c'est Djibouti. Et puis auparavant l'Algérie. Donc vous voyez un petit peu où on en est. Lourd. C'est très lourd. Donc Emmanuel Macron, il est très attendu. Qu'est-ce qu'il va, comment va-t-il? Je ne doute pas qu'il va se rendre là-bas et comment dirais-je, faire preuve du brio qu'on lui connaît désormais, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ses positions. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses dossiers et qui a une force de conviction, un charisme qui font qu'en général, quand il passe, les choses se passent bien. Mais est-ce que ça va suffire? Parce que ce qu'on attend de lui là-bas, ça dépend vraiment de quel camp est interrogé. Le camp indépendantiste, lui, il lui dit surtout ne vous mêlez pas de notre consultation, elle est à nous. Le camp loyaliste lui dit prononcez-vous pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et ça, c'est impossible en ces termes-là. Luc Laventure, alors vous avez une télévision, Outre-mer 360, et un site, donc vous êtes en contact avec la population, les Français de Calédonie. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Confirmez ce que dit Samuel Ribaud. Je suis tout à fait d'accord avec Samuel, parce qu'on est vraiment sur la fin d'un processus de décolonisation, et le terme n'est pas trop fort. La deuxième chose, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, on avait au départ 2 camps. Mais la notion du symbole est très très fort en Nouvelle-Calédonie, et on peut dire que on peut penser qu'Emmanuel Macron, et je suis d'accord également avec Samuel là-dessus, on attend beaucoup du président de la République qui va appeler, qui va donner ce qu'on appelle là-bas en Nouvelle-Calédonie des gestes forts. Est-ce qu'il va parler de décolonisation? Est-ce qu'il va parler de crimes contre l'humanité? Est-ce qu'il va parler de choses de ce type? D'autant qu'au niveau du symbole, que ce soit du côté du camp kanak que du côté du camp non indépendantiste, il y a eu tout un travail de réconciliation qui a été fait à partir de drames extrêmement importants, notamment la mort et l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou. Et effectivement, tout cela doit avoir une cohérence, et je suis sûr qu'Emmanuel Macron, avec ce sens de la communication et ce qu'on peut appeler son charisme, va porter un certain nombre de gestes forts pour pouvoir réconcilier tout le monde. Mais ce sera difficile. Samuel Ribaud, on se rappelle du drame d'Ouvéa, la grotte d'Ouvéa. Il y a des souvenirs très forts de ça, même dans la nouvelle génération. Oui, mais bien sûr, il y a une génération qui... Il y a une transmission, je veux dire, de ce qui s'est passé. Il y a une transmission, parce que Ouvéa est la destination finale de ce processus. Rapidement. Voilà, alors, on signe les accords de Matignon en 1988, c'est la fameuse poignée de main entre Jacques Lafleur d'un côté et Jean-Marie Tjibaou de l'autre. Et 1 an plus tard, lors de la commémoration de ce qui s'est produit à Ouvéa. Donc je rappelle, 19 morts côté indépendantiste, 3 ou 4 côté militaires français. Et Jean-Marie Tjibaou se rend à Ouvéa en souvenir justement des 19 qui ont été tués. Et il est assassiné par un kanak, ce qui est un drame absolu parce que c'était vraiment la personne qui était à même de mener le peuple kanak politiquement, philosophiquement. C'était vraiment quelqu'un qui était le représentant charisme particulier. Voilà, que le peuple kanak attendait. Et puis, bien derrière, on paie tout ça. La France paie son attitude, le fait d'avoir envoyé l'armée intervenir. Je rappelle là aussi, c'est une première, que la dernière fois que l'armée française est intervenue sur le territoire de la République française, c'est à Ouvéa. C'est pas banal. Aujourd'hui, on les voit patrouiller avec des mitraillettes, mais ils n'interviennent pas. Là, c'était une véritable opération militaire, une opération de type commando, qui a très très mal tourné, qui a été très très mal gérée. Donc, les générations qui ont vécu ça vivent avec ce souvenir,
qui est très vif, qui est un souvenir fait d'expropriation, d'amitiés qui ont fini en drame, de violence absolue, de guet-apens, d'embuscades, enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans le cadre d'une guerre civile, et puis des générations qui se sont construites avec ce souvenir, notamment chez les jeunes Kanaks, où on glorifie des figures comme Eloi Machoro, où on pense que la lutte qui doit mener dans 6 mois à l'indépendance permettra de résoudre d'un coup tous les problèmes sociaux, économiques, sociétaux, ce qui évidemment n'est pas vrai. Évidemment n'est pas vrai. Très bien, donc Emmanuel Macron, le 4 mai, la semaine prochaine, à Nouméa, évidemment, vous viendrez rendre compte sur ce plateau de cette visite présidentielle. Une chose, c'est qu'il veut se rendre à Ouvéa, justement, pour commémorer ce drame, et localement, ça pose un certain nombre de problèmes. En gros, qu'il se rende là-bas, oui, ça c'est notre drame, peut-être pas le bon moment pour venir. Donc on verra si c'est maintenu à l'agenda officiel ou pas. Luc Laventure, avec vous, nous allons changer d'océan. Nous allons dans l'océan Indien, occidental d'ailleurs. Cela se passe à l'île Maurice, pas loin de La Réunion et de Mayotte. Avec cette question, pourquoi une conférence ministérielle sur la sécurité maritime dans l'océan Indien ? Pourquoi la France est concernée ? Parce que la France a quand même 2 territoires importants qui sont Mayotte et l'île de la Réunion. Et puis, c'est un vaste territoire géographique. 14 000 km de côte, 6 millions de kilomètres carrés. C'est une zone importante sur la ligne. 50% du transport mondial de pétrole. Absolument. Dites donc, les enjeux là, ils doivent être forts. Ils sont très importants et ça génère 176 milliards d'euros de revenus chaque année. Et il y a quand même une certaine porosité avec la piraterie maritime qui sera abordée lors de cette conférence qui sera présidée parce que c'est la sécurité dont il est question là. De sécurité essentiellement, piraterie importante. Cette porosité coûte 13 milliards d'euros à peu près par an, ce qui n'est pas rien. Ce qui freine un petit peu l'essor de l'économie bleue, l'essor de l'économie maritime, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic humain, terrorisme et pêche illégale. Tout cela mis bout à bout, un seul État, 2 États, 3 États ne peuvent pas gérer tout cela et c'est pourquoi les États riverains de l'océan Indien se réunissent à partir d'aujourd'hui à l'île Maurice. Ça va pas être simple parce que quand on regarde la liste là, que vous nous avez fournie des États riverains de l'Afrique orientale, il y a quand même des régimes politiques très différents, des pays qui ont des économies à l'opposé les unes des autres. Comment arriver à trouver un semblant de coopération dans tout ça Somalie, Kenya, Tanzanie, Mozambique, Afrique du Sud, mais aussi, donc, vous le disiez, la France, l'Union des Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles. Est-ce que ces gens ont l'habitude de se parler ? C'est ça la question, déjà. Est-ce qu'il existe d'autres étapes avant, qui est préparatoire, j'allais dire, à cette conférence ? Oui, d'abord il y a ce qu'on appelle la Commission de l'océan Indien, dont on parle peu, mais je pense qu'il va être réactivé sur des dossiers comme celui de Mayotte en ce moment, qui sont des dossiers chauds, et qui permettent de tempérer effectivement les dissensions qu'il y a à l'intérieur de cette zone. Et puis la deuxième chose, effectivement, quand on parle d'économie, quand on parle d'argent, tout le monde se trouve des dénominateurs communs pour essayer de faire en sorte Qui va payer, d'ailleurs ? Je pense que c'est la France. Mais je pense qu'il y a 3 acteurs importants dans l'océan Indien. Il y a la France, et la France, je pense que derrière ça, il y a des systèmes d'organisation généraux. On le sait très peu. À partir de Napoléon, la France a tourné le dos à la mer. C'est ce qu'on lui reproche, puisque du temps de Colbert, la France était quand même la première puissance maritime. Napoléon a tourné le dos, et pourtant c'est un îlien, il a tourné le dos à la mer pour pouvoir essayer de conquérir l'Europe avec le succès que l'on sait. Et effectivement, je pense qu'il y a la France qui joue un rôle important. Il y a l'Inde, qui regarde d'un œil très particulier, absolument. Et puis il y a la Chine, qui n'est pas très très loin et qui investit beaucoup dans certains de ces États, d'où l'importance de trouver un gentleman's agreement entre tous ces États. D'où l'importance, puisqu'on voit une carte derrière vous, que Soubaya Benaïssa va remontrer, où on voit des points rouges pour les téléspectateurs, c'est les vols, attaques à main armée et piraterie. Il y en a partout. Il y en a partout. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y en a partout. Tout à fait. Pêche illégale, il y en a partout. Absolument. Incident maritime, il y en a partout.
Et en bleu, c'est le trafic d'armes. Il y en a aussi quasi partout. Alors ça a baissé, ce trafic a baissé dans les années... La contrebande a baissé. La contrebande a baissé, dans les années 2015-2016. Mais je pense qu'il y a un point de vigilance à respecter. Et on observe un peu ce phénomène dans le golfe de Guinée. Et effectivement, la France a joué un rôle très important dans la lutte contre la piraterie maritime dans cette région. Et puis au niveau de l'organisation, je pense que la France, avec son organisation à partir de ce qu'on appelle les préfets maritimes, a quand même une expertise sur la façon de gérer la mer. Samuel Ribaud, vous avez l'habitude de suivre ces conférences, vous avez vécu vous-même en Nouvelle-Calédonie longtemps. Est-ce qu'il peut sortir une chose forte comme ça d'une conférence, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'expectative? Est-ce qu'il peut sortir une mesure forte qui frappe les opinions publiques? Je ne connais pas précisément l'ordre du jour de la conférence en question. En revanche, ce que je peux dire de par mon expérience, c'est que ça montre l'importance capitale des zones maritimes pour la France via les Outre-mer. Deuxième ou troisième puissance maritime du monde? Deuxième. Alors, ne boudons pas notre plaisir. Voilà, c'est le cas des Caraïbes, c'est le cas du Pacifique, c'est le cas de l'océan Indien. Il y a là non seulement une présence stratégique importante, mais un potentiel économique d'exploitation, un potentiel économique dans le sens où on participe via nos eaux territoriales à l'organisation du trafic maritime mondial. Je rappelle que l'essentiel du commerce passe quand même par les conteneurs qui sont posés sur les bateaux, donc c'est essentiel. Et je pense que ce type de conférence aujourd'hui doit permettre, comme le disait Luc, à la France de se situer par rapport à ses voisins régionaux, parce qu'on est implanté dans tous ces océans, mais on est quand même tout petit là-bas. Donc il faut réussir à exister, on ne peut pas le faire tout seul. Samuel Ribaud, donc vous, pour l'agence locale de presse, c'est les tensions avant l'arrivée d'Emmanuel Macron qui se rendra à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 4 mai. Et avec vous, Luc Aventure, sur votre site Outre-mer 360, c'est la conférence ministérielle sur la sécurité maritime dans l'océan Indien. Merci, on vous retrouve pour le débrief de l'invité politique tout à l'heure, Samuel Ribaud. Merci Luc Laventure de venir, comme souvent le vendredi, parler des départements français d'outre-mer dans cette matinale. Voilà, la météo des territoires maintenant aussi, ça va vous faire plaisir, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes, avant l'invité politique de 8h, Frédéric Lefebvre. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.